Avril 1998, un phénomène s'apprête à déferler sur la France. Un film sans véritable précédent chez nous en matière d'action automobile. Des poursuites tournées en conditions réelles, une énergie brute, une identité populaire forte et une simple berline blanche qui va devenir en quelques mois l'une des voitures les plus mythiques du cinéma français. 3 ans avant Fast and Furious. Alors qu'Hollywood domine encore largement ce terrain, ce film va réussir à imposer sa propre vision du spectacle et marquer durablement toute une génération. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur la naissance de ce phénomène, comprendre comment et pourquoi il a autant marqué les esprits, mais aussi comment son histoire a progressivement évolué jusqu'à une fin de parcours beaucoup plus compliquée. Montez à bord de la Peugeot 406 blanche la plus connue de l'histoire, bienvenue dans cette analyse de Taxi. Allez, on c'est parti. T'as peut-être été un peu fort là, non? Mais non, t'inquiète pas. Nous sommes à la fin des années 90. Le cinéma français grand public repose sur des équilibres assez établis. Jour, nuit. Les comédies dominent largement le box-office, portés par des succès massifs comme Les Visiteurs ou Le Dîner de Cons. Les films policiers existent, parfois nerveux, parfois violents, mais ils restent souvent ancrés dans une approche réaliste, psychologique, presque austère. L'action spectaculaire, celle qui repose sur la vitesse, les explosions et les poursuites automobiles, appartiennent encore largement à Hollywood. Le public français la consomme, mais il la consomme venue d'ailleurs. Pendant que les salles projettent Speed, Bad Boys ou encore The Rock, peu de productions françaises osent se positionner frontalement sur ce terrain. Les contraintes budgétaires sont réelles, les infrastructures techniques plus limitées, et l'idée même de fabriquer un blockbuster national reste souvent perçue comme une ambition risquée. Pourtant, au milieu de cette période relativement stable, un cinéaste commence à réfléchir différemment. Luc Besson n'est plus un nouveau venu. Depuis les années 80, il a imposé une signature visuelle forte, avec Subway, puis confirmé son talent pour le cinéma d'action stylisé avec Nikita et Léon. Mais à la fin des années 90, son horizon s'élargit. Avec Le Cinquième Élément, il vient de porter à l'écran l'une des productions européennes les plus ambitieuses de son époque. Tourné en anglais, conçu pour séduire le marché international, le film agit comme une prise de conscience. Pour exister durablement face aux grandes machines américaines, il ne suffit pas de réaliser des films marquants. Il faut créer une structure capable d'en produire régulièrement. C'est dans ce contexte que commence à se dessiner ce qui deviendra EuropaCorp. À l'époque, le studio n'est pas encore totalement formalisé sous ce nom, mais l'idée est déjà bien présente dans l'esprit de Besson et de ses proches collaborateurs. L'ambition est simple sur le papier, mais radicale dans le paysage français. Construire une sorte de mini-Hollywood européen, capable de financer, produire et distribuer des films populaires à grande échelle. Il ne s'agit plus seulement de faire du cinéma d'auteur ou du cinéma de prestige, mais de créer une véritable industrie du divertissement. Dans cette réflexion, le rôle de Pierre-Ange Le Pogam est déterminant. Issu du monde de la distribution et du marketing, il comprend les attentes du public international et l'importance d'un concept immédiatement lisible. Avec Luc, il partage une conviction. Pour exporter le cinéma français, il faut simplifier les récits, renforcer les idées fortes et créer des univers reconnaissables. Le public doit pouvoir comprendre un film en quelques secondes. L'émotion, l'humour et l'action doivent fonctionner sans barrière culturelle. C'est dans cette dynamique que l'idée de Taxi commence à émerger. Non pas comme un projet spectaculaire dès le départ, mais comme une solution pragmatique. Besson cherche un film plus rapide à produire que ses fresques internationales, un divertissement efficace qui pourrait servir de test à cette nouvelle approche industrielle. Plusieurs sources s'accordent à dire que Luc Besson aurait écrit le script original de Taxi en moins d'1 mois, bloqué à Londres durant la pré-production du Cinquième Élément, comblant ainsi un retard logistique. Efficace le gars. D'abord, l'idée d'un personnage obsédé par la vitesse. Combien, Polo, combien? Ensuite, le métier de chauffeur de taxi, qui permet de circuler librement dans une ville et de rencontrer toutes sortes de situations. Puis le contrepoint comique, un policier incapable de conduire. Putain, mais c'est pas vrai! Ce duo devient rapidement le cœur du projet. L'un maîtrise parfaitement sa voiture, mais refuse les règles. L'autre incarne l'autorité, mais manque cruellement de compétences. Fallait le dire plus tôt, monsieur. Cette inversion crée une dynamique immédiate, à la fois comique et dramatique. Elle permet aussi de structurer le récit autour d'une alliance forcée. Le film ne sera pas seulement une succession de poursuites, il sera porté sur une relation entre les deux personnages que tout oppose. Reste à trouver un terrain de jeu. À l'origine, l'intrigue devait se dérouler à Paris. Eh oui, mais de nombreuses contraintes d'autorisation de tournage ont très rapidement poussé la production à porter son choix vers une autre ville. Marseille s'impose finalement naturellement. La ville offre une topographie idéale pour filmer la vitesse, mais elle possède aussi une identité sonore et visuelle très forte. Sa lumière, son agitation, son énergie populaire correspondent parfaitement à l'esprit du projet.
Là où Paris aurait pu donner une image plus institutionnelle, Marseille apporte une dimension plus brute, plus vivante. À mesure que le concept se précise, l'écriture du scénario se met en place. Besson élabore une première version rapidement pour fixer les grandes lignes, puis le texte est retravaillé afin d'équilibrer action et comédie, tension et légèreté. Parallèlement, la production commence à se structurer concrètement. Besson choisit de confier la réalisation à Gérard Pires, dont l'expérience dans la publicité lui a donné un sens aigu de l'efficacité visuelle. Dans un film qui repose sur la vitesse et le mouvement, cette compétence est très intéressante. Pires comprend que la mise en scène devra être simple, lisible, presque instinctive. Les poursuites devront être filmées de manière à donner l'impression d'un chaos contrôlé. Malheureusement, 8 jours avant le premier jour de tournage, le réalisateur Pires a été victime d'une chute de cheval. Hospitalisé d'urgence pour une septicémie et une fracture, il n'a pas pu être présent pour le lancement. C'est alors que Gérard Krawczyk est appelé en urgence pour assurer les premières semaines de tournage, sous la supervision lointaine de Luc Besson, alors en pleine post-production du 5e élément à Los Angeles. Et ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Luc était très peu présent sur les tournages de Taxi. Krawczyk n'arrive pas sur le projet comme un inconnu. Proche de Luc Besson, et déjà familier de son univers, il comprend immédiatement l'équilibre fragile que Taxi doit préserver. Proposer un spectacle nerveux, accessible, sans perdre la lisibilité de l'action ni le rythme comique du duo principal. Ta merde, j'ai plus de munitions là. Mais c'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, y a plus personne. Ah ouais. Sa présence sur le film reste discrète pour le grand public. Mais elle constitue une étape importante dans l'histoire de la saga. En observant le fonctionnement du tournage, en participant à certaines décisions artistiques et techniques, il se familiarise avec les codes visuels et narratifs de l'univers de Taxi. Pires a finalement pu rejoindre le plateau plus tard pour terminer le film, mais cette urgence initiale a contribué à l'énergie brute et instinctive que l'on ressent à l'écran. Cette collaboration inattendue aura des conséquences directes sur la suite de la franchise, puisque lorsque viendra le moment de lancer le deuxième volet, la production cherchera un réalisateur capable d'amplifier la formule tout en respectant son ADN. Le choix de Gérard Krawczyk s'imposera alors presque naturellement. Il deviendra le metteur en scène de Taxi 2, puis des épisodes suivants, incarnant une forme de continuité dans l'évolution du spectacle. Le casting suit la même logique. Plutôt que de s'appuyer sur les stars installées, la production cherche des acteurs capables d'incarner les personnages avec spontanéité, avec une forme d'énergie brute difficile à fabriquer artificiellement. Luc Besson veut des visages neufs, des tempéraments, des présences qui donneront au film une impression d'authenticité presque immédiate. C'est dans ce contexte que s'impose progressivement le choix de Sami Nasseri. Le cinéaste l'a déjà aperçu quelques années plus tôt, notamment lors du tournage de Léon, où le jeune comédien apparaissait furtivement parmi les policiers d'intervention. Plus que son expérience, c'est son attitude qui marque Besson. Une manière de se déplacer, de parler, d'occuper l'espace qui semble instinctive. C'est 55 à celui qui passe son capot devant le mien sur 2 tours. 1 plus 1. Ils savent compter, c'est bon. Pour le rôle de Daniel Morales, il ne cherche pas un acteur lisse ou académique. Il veut quelqu'un qui donne l'impression d'avoir grandi au contact du bitume. Quelqu'un capable de faire exister la vitesse et l'insolence sans effort apparent. Lors des essais, Nasseri apporte exactement ça. Sa façon de dire les dialogues paraît presque improvisée, comme si le texte lui appartenait déjà. Alors les bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? Pour équilibrer cette présence très marquée, il faut un contrepoint crédible. Le choix se porte alors sur Frédéric Diefenthal, dont le profil tranche nettement avec celui de son partenaire. Diefenthal possède une retenue, une fragilité apparente qui rend immédiatement son personnage accessible. Maman, c'est bon. C'est pour ton permis que tu t'inquiètes, faut pas. Son sens du timing comique permet de transformer les maladresses d'Emilien en véritable moteur narratif. Là où Daniel avance avec assurance, Emilien doute, hésite, trébuche même parfois. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, juste dans le mille. Cette opposition crée une dynamique de buddy movie. Un truc assez classique, mais qui fonctionne surtout parce que les deux acteurs trouvent rapidement une complicité réelle, perceptible à l'écran. Autour d'eux, le casting révèle également de jeunes talents encore peu connus du grand public. Notamment une actrice de 22 ans qui fait ses premiers pas dans la saga, une certaine Marion Cotillard. Son rôle reste secondaire dans ce premier film, mais sa présence apporte une respiration émotionnelle bienvenue au milieu du rythme effréné des poursuites. À ce moment-là, personne ne peut imaginer la trajectoire internationale qui l'attend quelques années plus tard. Enfin, Bernard Farcy est choisi pour interpréter le commissaire Gilbert, un personnage initialement prévu pour être un chef de police sérieux, un peu rigide, mais dès les premières prises, Farcy commence à improviser, à pousser le personnage vers l'absurde, et son interprétation volontairement excessive et presque burlesque vont alors faire naître un personnage culte, tout en contribuant à installer le ton singulier du film. Dès que les Germains auront quitté la banque, ils seront pris en chasse par nos véhicules, qui ne les lâcheront plus, agissant sur eux comme un venin. Grâce à lui, Taxi ne bascule jamais vraiment dans un film d'action pur, il conserve une dimension comique assumée, presque irrévérencieuse,
qui participera largement à son succès auprès du De public. toute façon, ça peut plus vous faire de mal, là. Dommage, les gâteaux. Hein? Oui, ils sont bons, les gâteaux. Pour la musique, ayant un film reposant sur une identité marseillaise très marquée, la production décide de placer Hayam et notamment Akhenaton pour superviser la bande originale de ce premier opus. Les mois de pré-production sont ensuite consacrés à une préparation minutieuse. Les équipes se rendent à Marseille pour repérer les lieux, négocier les autorisations de tournage et organiser la logistique des scènes automobiles. Tourner en milieu urbain implique une coordination constante avec les autorités locales, une gestion précise des horaires et une anticipation des risques. Chaque poursuite doit être chorégraphiée à l'avance, chaque trajectoire étudiée. Peu à peu, ce qui n'était qu'une idée simple devient un projet concret. Une équipe se forme, un calendrier se dessine, une méthode se met en place. Pourtant, à ce stade, personne ne peut encore prédire l'impact que Taxi aura sur le public. Pour Luc Besson et ses collaborateurs, le film reste avant tout une expérience, une tentative de prouver qu'un cinéma d'action populaire français peut exister et trouver son public. L'heure n'est plus au calcul, mais à l'action. Et le 4 août 97, sous le soleil écrasant de la cité phocéenne, le tournage débute pour 8 semaines de travail intense. C'est le moment pour la 406 Blanche et tous les autres personnages de cette future saga d'écrire l'histoire. Entre les cascades millimétrées et l'effervescence d'un tournage unique en son genre, l'incertitude des débuts laisse place à une énergie électrique. Sur le plateau, on sent que quelque chose est en train de basculer. Ce qui n'était qu'un pari industriel est en train de devenir un véritable séisme culturel dont l'onde de choc s'apprête à déferler sur les salles obscures. Et avant de plonger plus en détail dans les coulisses de la fabrication de ce qui nous a tant marqué, les voitures, les cascades, les hommes derrière le volant, revenons d'abord sur l'histoire même de la saga. Sur son explosion fulgurante, son installation comme phénomène populaire, puis sur le lent processus qui le mènera quelques années plus tard vers son essoufflement et sa disparition. Le 8 avril 98, Taxi débarque en salle. Et peu de gens anticipent l'ampleur du phénomène qui va suivre. Le public répond massivement. Le film attire environ 6,5 millions de spectateurs en France. Un score considérable pour une production française de ce type à l'époque. Le bouche à oreille joue un rôle déterminant. Les spectateurs parlent des poursuites de fous dans les rues de Marseille, les répliques cultes, l'énergie générale du film. La Peugeot 406 Blanche devient instantanément reconnaissable, devenant un personnage à part entière. Le synopsis est limpide. Daniel Morales, ancien livreur de pizza devenu chauffeur de taxi, possède un talent hors norme pour la conduite. Il croise la route d'Emilien. Ah, vous êtes son fils, celui qui bosse chez Apple, c'est ça? IBM. Policier maladroit, incapable d'obtenir son permis. Ce dernier, conscient des compétences de Daniel, va lui proposer, pour échapper à des poursuites judiciaires, de collaborer pour arrêter une bande de braqueurs allemands opérant en berline surpuissante, les fameuses Mercedes 500E. Entre action et comédie, le film trouve un équilibre qui parle à un public très large. Taxi devient rapidement plus qu'un succès commercial, il devient un marqueur culturel pour toute une génération. Face à un tel engouement, la décision de produire une suite intervient rapidement. Taxi 2 sort en 2000, dans un contexte très différent. Cette fois, le public attend le film. Le budget augmente, les ambitions aussi. La réalisation est donc maintenant pleinement confiée à Gérard Krawczyk, qui pousse la formule vers un spectacle plus assumé. Le synopsis change d'échelle. Daniel et Emilien doivent protéger un ministre japonais menacé par des yakuza. Les Mitsubishi Lancer Evo 6 remplacent les Mercedes. Les poursuites deviennent plus longues, les cascades plus spectaculaires, et l'humour plus appuyé. Et cette fois-ci, Paris ouvre enfin ses portes à la production, pour notre plus grand plaisir. En vrai, quel kiff de voir des cascades de cette ampleur au sein même de la capitale. Quand le film sort en salle, le succès est encore plus massif. Avec près de 10 millions d'entrées, Taxi 2 devient l'un des plus grands cartons du cinéma français de son époque. La saga s'installe définitivement comme une franchise majeure, elle prouve qu'un film d'action comique français peut rivaliser avec des productions internationales en termes d'attractivité. Dans cette logique d'amplification du spectacle, l'arrivée du général Bertino, alors comme ça vous êtes docteur, joue un rôle déterminant. Au-delà de sa dimension comique, ce personnage permet surtout d'ouvrir scénaristiquement de nouvelles possibilités. Son statut militaire justifie l'accès à des moyens plus importants, véhicules officiels, dispositifs de sécurité renforcés, interventions à plus grande échelle. Cette évolution donne au film une assise narrative crédible pour assumer une surenchère d'action, avec des poursuites plus ambitieuses et des situations plus spectaculaires. La saga quitte alors progressivement le cadre presque artisanal du premier opus pour entrer dans une logique de blockbuster assumé où les enjeux et les moyens montent en puissance. 3 ans plus tard, c'est au tour de Taxi 3. Le film reprend les mêmes ingrédients tout en cherchant à renouveler l'univers. Le synopsis met en scène une bande de braqueurs déguisés en Père Noël qui sèment le chaos aussi bien en ville que dans les décors enneigés de la montagne. Pour la première fois, la saga sort vraiment de son terrain urbain habituel. Les poursuites quittent les rues marseillaises pour s'aventurer sur les routes de montagne, des cols sinueux et un environnement plus spectaculaire. Une manière pour le film de renouveler la formule
et de donner au public le sentiment que l'aventure prend encore de l'ampleur. On retrouve les poursuites, les gags, et une certaine volonté de surenchère. Le casting s'ouvre d'ailleurs à une apparition très médiatisée de Sylvester Stallone, symbole d'un lien assumé avec le cinéma d'action américain, dans une scène culte où Daniel en profite pour tester un nouveau produit à base de pastis visant à décupler la puissance de la 406. Mais la légende raconte que la recette de ce nouveau nitro pourrait être obtenue en utilisant un tout autre produit. Est-ce que vous connaissez Oli ? Bon oui, en plus de booster les performances de ton moteur, Oli, c'est une super alternative au soft drink, tout ce qui est soda avec beaucoup de sucre. Oli, c'est dépourvu complètement de sucre, et pourtant il y a des goûts super travaillés. Et il y a une large gamme de goûts. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Oli, moi, ça fait déjà un bout de temps que ça m'accompagne. L'an dernier, ils étaient avec nous sur la saison du championnat de France de drift. Et cette année, je vais pas vous spoiler, mais on va refaire pas mal de choses avec eux. Et pour ceux qui ont suivi tout ça, bah vous savez que ma gamme préférée, c'est la gamme Hydration. C'est une gamme qui est riche en électrolytes. Donc en fait, sur mes week-ends de course, c'est vraiment une boisson qui est super cool pour m'accompagner tout au long des sessions. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils m'ont envoyé ce Blue Raspberry et c'est en train de devenir mon goût préféré. Bon, évidemment, il n'y a pas que la gamme Hydration, il y a la gamme Iced Tea et il y a la gamme Energy. Attention, même si Oli, c'est une petite dinguerie, ça ne remplace jamais l'eau. Mais pour ceux qui ont du mal à s'hydrater en dehors des sodas, c'est vraiment un choix très cool. Et pour les amateurs de milkshake, Oli a pensé aussi à vous puisqu'il y a la gamme milkshake maintenant que vous pouvez soit mélanger avec de l'eau ou avec du lait pour les plus gourmands. Évidemment qu'on a pensé à vous, puisque j'ai un petit code promo. Exceptionnellement pour cette vidéo, le code promo sera TAXI et vous allez pouvoir bénéficier de moins 10% sur vos commandes, tout simplement. Donc allez-y, régalez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux que vous conseiller les Starter Sets de luxe. Vous allez pouvoir recevoir un petit pack de chaque gamme avec à l'intérieur de nombreux goûts pour vous faire une idée. Pour ensuite commander votre goût préféré dans votre gamme préférée avec ce genre de pot, ça permet d'éviter 50 canettes quand même à jeter. En plus, vous n'êtes pas obligé de mettre la dose de la cuillère complète à chaque fois, ça vous pouvez doser en fonction de vos envies. Ils m'ont envoyé ça aussi au lit, j'ai trop envie d'essayer. Bah ça vous permet de faire un genre de bâtonnet de glace à l'eau quoi. Enfin une glace à l'oli. C'est bien, ça sonne bien, la glace à loli. Avec le starter set de luxe, vous allez pouvoir aussi recevoir une gourde. Comme ça, vous avez le pack complet et vous allez pouvoir vous régaler. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur ce QR code ou dans le lien qui est dans la description. D'entrer le petit code TAXI pour bénéficier des moins 10%. Ça me soutient énormément. Régalez-vous. Allez, on y retourne. Bon, évidemment, tout ceci est faux. La 406 ne tournait pas au Oli. Ça n'existait même pas à l'époque. Donc, essayez pas chez vous. Faudrait que je teste quand même. Je sais jamais. Enfin bref. Le film sort en salle le 29 janvier 2003, et le public répond encore présent avec plus de 6 millions d'entrées, preuve que la saga conserve une forte popularité. Mais malgré ce succès commercial, certains signes d'essoufflement apparaissent. Le ton devient plus caricatural, l'humour prend parfois un petit peu trop le pas sur la tension dramatique et surtout le côté action movie. Les personnages semblent évoluer dans un univers qui s'éloigne progressivement du réalisme urbain du premier film. Taxi n'est plus une proposition inattendue, c'est une formule connue, et comme souvent dans les franchises, la répétition devient un risque. Il faut attendre 2007 pour découvrir Taxi 4. Le contexte a changé, le paysage cinématographique a évolué, le public s'est habitué à d'autres formes de spectacle, notamment avec l'essor des effets numériques. Le synopsis propose une nouvelle intrigue autour de l'évasion d'un dangereux criminel belge confié à la garde d'Emilia. Sur le coup, je suis quasiment dans la porte. Hein. Rapidement dépassé par la situation, celui-ci va une nouvelle fois devoir compter sur Daniel et son célèbre taxi pour tenter de rattraper le fugitif avant qu'il ne disparaisse dans la nature. L'enquête entraîne alors les personnages dans une course contre la montre, ponctuée de poursuites, de quiproquos et de situations toujours plus absurdes. La comédie devient encore plus dominante, le commissaire Gilbert prend une place plus centrale, parfois au détriment de l'action pure. Le film attire tout de même environ 4,5 millions de spectateurs, encore un score solide, mais en net recul par rapport aux épisodes précédents. Ce quatrième opus marque une transition. La saga continue d'exister, mais son image évolue. Elle n'est plus perçue comme une révolution du cinéma d'action français, mais comme une série installée, presque familière. Parallèlement, les problèmes personnels et judiciaires de Samina Seri compliquent la possibilité de prolonger l'aventure dans les mêmes conditions. Le personnage de Daniel Morales, pilier de l'identité de la franchise, devient difficile à réutiliser. Pendant plusieurs années, Taxi semble s'arrêter comme suspendu entre nostalgie et incertitude. En 2018, la saga revient pourtant avec Taxi 5. Le projet est porté par Franck Gastambide, fan revendiqué des premiers films, qui souhaite relancer la franchise pour une nouvelle génération. Le synopsis introduit un nouveau duo, chargé de récupérer le mythique Taxi pour affronter une bande de braqueurs italiens circulant en supercar. La volonté est claire, moderniser l'univers, accélérer le rythme, multiplier les références. Mais l'absence de Samina Seri et de Frédéric Diffenthal modifie profondément la perception du film. Le lien émotionnel avec les origines de la saga se distend. Le film réalise environ 3,5 millions d'entrées. Un résultat honorable dans l'absolu,
mais accompagné de critiques sévères. Beaucoup reprochent à ce nouvel opus de s'éloigner de l'esprit initial, de privilégier un humour plus appuyé et de perdre la dimension mécanique et artisanale qui faisait le charme des premiers films. La saga, autrefois symbole d'un renouveau du cinéma d'action français, apparaît désormais comme un héritage difficile à faire revivre. Personnellement, je me souviens avoir lancé le film sans me soucier des critiques que j'avais pu entendre ou lire autour de moi. Mais j'ai rapidement déchanté. Le 4e opus était déjà compliqué, mais alors celui-là, la drôle de sensation d'assister à l'enterrement de la saga Taxi. C'est nul! En regardant l'ensemble de ces 5 films, on observe une trajectoire assez claire. Une naissance fulgurante, portée par une idée simple et une authenticité technique forte. Une montée en puissance spectaculaire avec le 2e opus, qui transforme la franchise en phénomène national, et même international, puis un lent déplacement vers une comédie plus assumée. Une surenchère de situations et une forme de fatigue narrative. Enfin, une tentative de renaissance qui rappelle à quel point l'identité d'une saga peut être fragile lorsqu'elle est trop liée à ses visages et à son époque. C'est précisément cette évolution qui rend aujourd'hui le regard sur Taxi si intéressant. Car derrière les chiffres du box-office et les changements de ton, il y a aussi une transformation plus profonde du cinéma d'action lui-même. Une transition entre une époque où le spectacle se fabriquait principalement avec des voitures réelles et des cascades physiques, et une période où les outils numériques prennent une place croissante. Comprendre l'histoire de la saga, c'est donc aussi comprendre pourquoi certaines images continuent de marquer durablement les spectateurs, bien au-delà du succès immédiat de leur sortie. Dans cette prochaine et dernière partie, on va découvrir ensemble comment les équipes de la saga Taxi, et particulièrement des 3 premiers opus, ont réussi à construire des images inoubliables, toutes façonnées autour de cette fameuse Peugeot 406. L'image la plus marquante reste cette berline blanche qui surgit dans un virage, pneus qui crissent, moteur hurlant, avant de disparaître à toute vitesse dans les rues de la ville. La Peugeot 406 de Taxi n'est pas simplement un accessoire de cinéma. Elle est pensée dès le départ comme une pièce centrale du film. Au moment où la production se met en place, le choix de la voiture devient donc une question stratégique. Il faut un modèle crédible pour un chauffeur de taxi, identifiable immédiatement par le public, mais capable aussi de supporter les scènes de conduite agressive. La Peugeot 406 est alors rapidement envisagée. C'est un modèle relativement récent à l'époque, lancé en 95. Sur le papier, ce n'est pas une sportive, c'est une berline familiale confortable, réputée pour sa tenue de route et son équilibre. Mais c'est précisément ce contraste qui intéresse la production. Transformer une voiture du quotidien en machine capable de tenir tête à des véhicules beaucoup plus puissants. À l'époque, Peugeot cherche à rajeunir son image de marque, souvent perçue comme un peu trop père de famille ou institutionnelle. Luc Besson approche alors la marque au Lyon pour mettre en place un partenariat. Le deal est simple, Peugeot fournit les voitures et en échange, le film devient une vitrine mondiale. Mais attention, pas n'importe quelle vitrine. La 406 ne doit pas seulement rouler, elle doit humilier la concurrence allemande. C'est le début d'une collaboration qui va transformer une berline classique en fantasme pour toute une génération de passionnés de tuning. La base mécanique choisie pour les voitures du film est principalement la 406 équipée du moteur V6 PRV de 3 litres, une motorisation développant environ 190 chevaux. Pour un film tourné à la fin des années 90, c'est largement suffisant pour créer des scènes dynamiques. Mais les préparateurs vont évidemment adapter le véhicule pour les besoins du tournage. Il ne s'agit pas de créer une voiture de course au sens strict, mais d'obtenir un comportement plus réactif et une image plus agressive. Mais pour les scènes de poursuite les plus exigeantes, le film va plus loin, puisque la production aura utilisé une 406 issue du monde du super tourisme, une 406 STW. On change alors totalement d'échelle technique. On n'est plus face à une berline routière préparée, mais face à une machine de course déguisée en berline. Dotée d'un châssis rigidifié, d'un train roulant affûté et d'un moteur atmosphérique diabolique, un 2 litres 4 cylindres 16 soupapes hurlant jusqu'à 8500 tours minute. Et développant plus de 300 chevaux pour moins d'une tonne. Son design a en partie inspiré celui de la voiture du film, notamment avec ses jantes de compétition. Ce type d'auto, beaucoup plus incisive dans ses réactions, permet de réaliser des trajectoires plus violentes, des changements d'appui plus rapides et des freinages plus tardifs. En revanche, elle impose aussi des contraintes supplémentaires. Rayon de braquage limité, comportement plus pointu, usure mécanique accélérée. Bon, vous avez entendu le son magnifique de cette STW ? Et ça vous rappelle rien ? Ah oui, c'est le son moteur que la production va garder, décuplé et utilisé pour chaque scène où l'on doit entendre le son de la 406 de Daniel, un son bien différent de celui du V6 PRV que devrait embarquer le taxi marseillais. À chaque film, plusieurs exemplaires de la 406 sont donc préparés, chacune ayant une fonction précise. Une Hero Car,
sert pour les plans rapprochés et les scènes de dialogue avec les acteurs. D'autres sont destinés aux cascades, avec des suspensions renforcées et parfois des éléments mécaniques simplifiés, pour faciliter des réparations rapides entre deux prises. Certaines voitures sont également équipées de supports métalliques, permettant d'installer des caméras directement sur la carrosserie. Une autre est créée avec un double volant, pour permettre à Samina Seri de jouer son rôle, pendant qu'un cascadeur pilote réellement la voiture. Il y a même un exemplaire qui ne roule pas, uniquement dédié aux scènes de transformation de la 406. Un exemplaire doté de nombreux vérins et de mécanismes permettant de filmer l'impossible et de faire croire aux spectateurs que la voiture se métamorphose tel un Transformers. Toutes ces versions, toutes ces modifications, qu'elles soient esthétiques ou mécaniques, on les doit en grande partie à un homme, Christian Bonichon. Ancien cascadeur issu de l'école Rémy-Julienne, Bonichon appartient à cette génération de techniciens, pour qui le cinéma d'action se fabrique d'abord avec des outils, du métal et de l'expérience de terrain. Il est derrière de nombreuses créations automobiles du cinéma, comme certaines des Aston Martin de James Bond. Avec sa structure technique car, les voitures sont conçues comme des plateformes modulables. On peut démonter un siège facilement pour installer une caméra au dernier moment, renforcer une cellule pour encaisser une cascade, adapter une suspension pour répéter une prise 10 fois dans la même journée. Chaque modification répond à une nécessité concrète du tournage. Petit tour d'horizon des transformations les plus spectaculaires que Christian et ses équipes ont fabriquées pour la saga. Je repense évidemment à la 406 volante, avec son joystick d'avion et ses ailes rétractables, celle capable de rouler sur des rails de chemin de fer, ou encore la 406 à chenilles de Taxi 3, qui fut un véritable casse-tête de fabrication et qui se retrouve en réalité être une Jeep Wrangler sur lequel Christian a adapté un système de chenilles triangulaires avant de découper les ailes de la 406 pour remettre la coque de la Peugeot par-dessus sa création. Finalement, pas si loin de ce qu'il faisait déjà avec les Aston Martin de James Bond. Son implication dépasse largement la seule préparation de la 406. Dans son atelier de Nemours où il travaille, on retrouve aussi d'autres véhicules emblématiques de la saga, comme le scooter du premier film ou certaines voitures utilisées pour les cascades des antagonistes, parfois simplement équipées d'arceaux de sécurité directement intégrés dans l'habitacle. Bonichon participe ainsi à forger l'identité visuelle et technique de la franchise. Son regard de cascadeur et de pilote lui permet aussi de rappeler une réalité souvent oubliée. Ces Peugeot sont à la base d'excellentes routières, parfois difficiles à faire décrocher tant elles sont efficaces. Une donnée qui oblige les équipes à redoubler d'ingéniosité pour obtenir les dérives et les figures que le public attend. Comme dans cette scène où le taxi doit réussir à faire un 180 complet au frein à main et où la production se verra obligée de lubrifier les pneus arrière de la 406. Cascade réalisée par le roi du dérapage au frein à main, Jean Ragnotti. Il y a vraiment un beau tête à queue à faire et ça glissait beaucoup trop. C'était pas prévu ça. Tiens, d'ailleurs, ce qui serait pas le moment de parler plus précisément des cascades. Pour Taxi, la production fait d'abord appel au célèbre Rémy Julienne, mais aussi et surtout à son fils Michel Julienne. Depuis les années 60, les Julienne ont construit une réputation internationale, en orchestrant certaines des poursuites les plus impressionnantes du cinéma, notamment dans la saga de James Bond là aussi, ou sur de nombreuses productions françaises et européennes. Leur approche repose sur une idée simple mais exigeante. Une cascade automobile réussie est avant tout une affaire de préparation, de précision et de répétition. Dans l'univers de Taxi, cette culture de la cascade réelle irrigue profondément l'organisation du tournage. Chaque poursuite est pensée comme une opération technique complexe. Avant même que les caméras ne tournent, les coordinateurs de cascade, les pilotes et les équipes techniques se réunissent pour découper la scène en segments parfaitement définis. On calcule la vitesse d'approche, les angles de dérive, les zones de freinage, mais aussi les espaces de sécurité indispensables pour éviter qu'un incident ne mette en danger les équipes ou le matériel. Les rues sélectionnées pour les séquences les plus spectaculaires sont inspectées à plusieurs reprises. On étudie le profil du bitume, l'adhérence, la présence du mobilier urbain, ou de défauts susceptibles de perturber une trajectoire. Les pilotes engagés sur Taxi travaillent donc comme des athlètes, mémorisent le parcours, anticipent les réactions des voitures et s'entraînent à reproduire exactement la même manœuvre d'une prise à l'autre. La production n'a pas fait dans la demi-mesure, puisqu'au volant de la 406 et des autres voitures comme les Mercedes du premier volet ou les Mitsubishi de Taxi 2, se sont retrouvés certains des plus grands noms du sport automobile français, comme Jean Ragnotti, on l'a dit, mais aussi Henri Pescarolo, Jean-Pierre Jabouille, Philippe Alliot, Jean-Louis Schlesser et d'autres encore. Tiens d'ailleurs, Jean-Louis Schlesser, vous vous en souvenez peut-être, mais c'est lui qui joue son propre rôle dans la scène d'ouverture de Taxi 2 à bord d'une 306 Maxi, avec cette livrée Esso Ultron juste mythique. Ah, c'est pas tout à fait la même, mais on n'est pas loin. Non mais il faisait un de part ce con, mais regarde, c'est pas Vassanet? Non, c'est un taxi. Gérard Pires, le réalisateur de Taxi 1, était un très grand passionné de voitures et de sport auto. C'est en partie à lui qu'on doit cette volonté de réalisme pur dans les scènes d'action, en faisant appel à des vrais pilotes pour filmer des voitures qui vont réellement très vite. Tellement rapide que lorsque la caméra devait précéder la poursuite ou la suivre de très près, il ne pouvait pas utiliser n'importe quelle voiture. Par exemple, pour filmer certains plans de la poursuite finale entre la 406 et les deux Mercedes, la production a réussi à positionner un caméraman et sa caméra dans une 306 Maxi. Je rigole même pas. Regardez.
Enfin, je suis quasiment sûr que c'en est une. Hein. Au son, au visuellement, j'ai pas de données précises, mais je suis quasi sûr que c'en est une. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour augmenter encore la sensation de vitesse, la mise en scène va jouer un rôle primordial. Les caméras sont positionnées très bas, parfois à quelques centimètres du sol, afin de donner l'impression que la voiture traverse l'espace avec une violence supérieure à sa vitesse réelle. Le montage, en alternant plan embarqué et plan extérieur très court, accentue cette impression d'urgence permanente. On retrouve ici notre règle chère à Julienne, la cascade doit être lisible, le spectateur doit comprendre immédiatement ce qui se passe, ressentir le danger sans être perdu dans une accumulation d'angles incompréhensibles. Dans Taxi 2, cette logique est encore poussée plus loin. Le succès du premier film permet d'augmenter les moyens et d'organiser des séquences plus ambitieuses. La 406 se retrouve alors parachutée au-dessus de Paris, donnant lieu à des scènes de poursuite hallucinantes dans les zones les plus touristiques de Paris, ou encore cette scène d'empilement de voitures de police. Franchement, du jamais vu. Des rampes sont construites spécialement pour certains sauts, les distances sont mesurées avec une précision extrême, et les répétitions se multiplient avant la prise définitive. Les équipes savent qu'elles travaillent à la frontière entre le spectacle et le risque réel. Chaque cascade réussie est le fruit d'une collaboration étroite entre la coordination technique, l'engagement des pilotes et la vision des réalisateurs. Mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et lors de la production de ce deuxième opus, un drame survient pendant le tournage de la scène qui voit la 406 s'envoler au-dessus des chars d'assaut. Un accident sur le tournage de Taxi 2, dans lequel un caméraman trouve la mort. Lors d'une prise, la réception se passe mal et le véhicule percute une zone où se trouvent des techniciens. Le cadreur Alain Dutartre est mortellement blessé et plusieurs membres de l'équipe sont touchés. Le tournage est immédiatement stoppé et une enquête est ouverte. Des responsables de la production et de l'organisation des cascades seront condamnés des années plus tard pour homicide et blessures involontaires. Cet accident marque profondément la saga et rappelle que derrière le spectacle et la recherche de réalisme, les cascades restent une discipline où le danger est bien réel. Ce qui frappe aujourd'hui, en revisitant toutes ces scènes d'action, c'est la matérialité des images. Rien n'est vraiment lissé ou corrigé par des effets numériques. Cette rugosité mécanique participe à l'identité de la saga. Elle rappelle une époque où le cinéma d'action reposait encore largement sur la précision du geste humain et sur une forme d'audace collective. La Peugeot 406 de Taxi, dans ce contexte, devient plus qu'un symbole visuel. Elle est le point de convergence d'un savoir-faire transmis par des générations de cascadeurs et techniciens. C'est cette alchimie entre mécanique, pilotage et mise en scène qui a permis à la saga de créer des images encore gravées dans la mémoire des spectateurs. Bon ben voilà, c'est ici que cette vidéo, cette analyse de Taxi s'arrête. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de sagas, de produits culturels qui vous feraient plaisir qu'on analyse ensemble et qu'on raconte l'histoire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air. Ouah, cette phrase, c'est saut 2010, mais c'est toujours un pouce en l'air. Oh, j'y pense aussi, il y a la chaîne secondaire qui a été relancée. Voilà, elle tourne à plein régime. On a pas mal de choses déjà dessus. N'hésitez pas à aller voir, c'est des choses un peu plus chill, un peu plus de tous les jours, des petites idées, je me bride pas, donc on fait plein de trucs. Merci encore une fois à Oli. N'oubliez pas, n'hésitez pas à utiliser mon petit code promo TAXI, c'est marqué ici, pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Merci beaucoup à vous de me soutenir sur cette vidéo et sur tous les autres projets qui vont arriver cette année. Les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. Passez une très belle soirée, une bonne journée, une bonne semaine, une belle vie, de manière générale. C'était Étienne Moustache, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Tchuss!